Bonjour, je m'appelle Benjamin Navet et je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire dans 2 livres qui s'intitulent très logiquement « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à d'autres personnes qui ont la même passion que moi. Bonjour David Zenouda. Bonjour. Est-ce que tu peux tout d'abord, pour nos auditeurs, te présenter, nous dire qui tu es? Oui, donc je m'appelle David Zenouda, j'ai 54 ans, marié, 2 enfants de 22 et 25 ans, et puis propriétaire de plusieurs établissements depuis près de 27 ans à Paris, des bars et des restaurants. C'est un peu le cœur de mon activité. J'ai cru comprendre donc que tu étais né en 1970. Oui, le hasard a bien fait les choses. Alors le hasard fait qu'effectivement tu nais la même année que le Paris Saint-Germain, mais c'est pas l'unique raison pour laquelle tu es devenu supporter de ce club, je suppose. Est-ce que tu peux nous raconter? Il y a déjà la proximité géographique avec la ville. Hein. Quand tu nais à Clamart, près de la porte de Saint-Cloud, et que tu prends le bus et qu'en un quart d'heure, 20 minutes, tu es au Parc des Princes, et que tu aimes le football, que tu pratiques le football depuis ta tendre enfance, et ben fort logiquement, la première équipe qui te vient à l'idée pour aller les supporter, c'est le Paris Saint-Germain. Mais l'histoire est un peu différente. En fait, moi, je jouais au foot comme beaucoup de gamins de banlieue. J'étais un fan particulièrement de Michel Platini, puisque c'est ma génération. Hein, dans les années 70, fin des années 70, on a vibré avec la Coupe du Monde. Ma première Coupe du Monde à la télé, c'était la Coupe du Monde en Argentine avec Michel Platini. Et entre mes 8 et 14-15 ans, ma seule et unique idole footballistique était ce fameux numéro 10. Donc je suivais Platini, j'étais supporter dans les fin des années 70 de Nancy, ensuite Saint-Étienne évidemment, et j'ai pas honte de le dire, oui, j'ai supporté Saint-Étienne, comme toute ma famille d'ailleurs, puisque donc on est une famille de 3 garçons et des parents qui sont pieds noirs d'Algérie et qui étaient, mon père, un grand supporter de la SSE, mais d'Alger, c'est la LS Saint-Eugène. Donc naturellement, on était supporter de la SSE dans les années 70. Saint-Étienne qui nous a fait vibrer avec ses coupes d'Europe, sa barre, la finale contre le Bayern, ces moments incroyables. Je me souviens d'un 5-0 à Hambourg, je crois, en match retour de la Coupe d'Europe. C'est des moments qui te marquent. Et puis on écoutait le championnat de France avec Eugène Sacomano sur Europe 1. Donc voilà, ça c'est au départ les premiers souvenirs de football et de spectateurs et après de supporters, c'est de la radio, des images télé, des coupes du monde à des heures impossibles. Et puis suivre ce joueur emblématique qui est Michel Platini. Et puis un jour, en 1982, il y a une finale, et là ça a été le choc pour moi, parce que ce stade que j'avais déjà découvert vers mes 7-8 ans, puisque ma première fois au Parc des Princes était avec mes parents. Donc on était tous les 5 en haut d'une tribune, tout en haut, parce que c'était les premiers billets, ça devait être 5 francs le billet. Je me demande si moi j'avais payé le billet à l'époque, parce qu'on pouvait donner un petit billet au gars qui faisait l'entrée, et puis on rentrait dans le stade. Donc je me souviens avoir été voir le Paris Saint-Germain en 77-78, j'entendais des gens crier Loulou, Loulou, et c'était un joueur qui s'appelait Loulou Floch, je crois. Oui. Et puis j'ai vu Ardiles aussi au PSG. J'ai des souvenirs comme ça du PSG. J'y allais avec le club. Je jouais à Meudon à l'époque, et donc j'allais avec le club voir et rentrer dans cet incroyable antre qu'est le Parc des Princes, et j'avais les yeux grands écarquillés, mais j'aimais Saint-Étienne. Donc voilà. Et donc la finale 1982, Paris Saint-Germain-Saint-Étienne, la première finale de Coupe de France du PSG. Le dernier match, je crois, en France de Michel Platini. C'est pour ça, d'ailleurs, que la passation a été bien faite. C'est-à-dire que ce match a été... alors, j'ai pas pu l'assister physiquement, parce que les billets coûtaient assez cher. Hein. Et puis, quand on vient d'une banlieue, à cette époque, on n'avait pas les moyens forcément d'aller au parc tout le temps, et surtout d'aller voir la finale de la Coupe de France. Je me suis rattrapé par la suite, on va en reparler. Mais cette finale a été véritablement le moment, le tournant de mon amour pour le PSG. D'une, parce que, je vous le rappelle, donc issu d'une famille pieds noirs,
le Francis Borelli qui embrasse la pelouse avec sa sacoche, c'est son extravagance. Donc tout ça nous a tous séduits dans la famille. Et puis Dominique Rocheteau. Encore un verre. Encore un verre, évidemment. Et puis ouais, cette finale assez incroyable. Platini qui partait à la Juve. Donc je me dis voilà, cet été-là, il y a eu la bascule. Et puis l'année d'après, c'était plus une fois de temps en temps, c'était pratiquement tout le temps. Et donc tu continues donc à régulièrement aller au Parc des Princes, toujours avec tes frères et tes parents ou... Alors c'était d'abord avec les parents, et puis après pour évidemment des questions financières, on y allait avec mes frères. J'ai un grand frère qui a 10 ans de plus que moi. Moi, j'ai 54 ans, donc lui, aujourd'hui, il en a 64, et un autre qui a 50 plus. Et donc, c'était le trio infernal au Parc des Princes, dans la tribune Boulogne-Rouge, avec le COP de Boulogne, parce que c'était le seul endroit où il y avait une bonne ambiance. C'était le bonne ambiance, entre guillemets. Le début, finalement, des supporters actifs au Parc des Princes, à peu près. C'est ça, 83, 84, c'était... on peut plus, même très actif, hein, on le sait, on peut en reparler, mais il y a eu des drames dans cette tribune. Moi, j'ai vécu des moments assez difficile, et puis ça m'a forgé, c'était pendant mon adolescence, donc ça m'a donné une vision, on va dire un peu sociétale de ce que c'était, de ce qu'était un stade, et j'ai pu comprendre qui étaient les bons, qui étaient les méchants, déjà dans un stade. C'était déjà une bonne représentation finalement de ce qui se passe en dehors. Bon, c'est ce qu'on dit, hein. Un stade, c'est le reflet de notre société. Et le Parc des Princes en 83, 84, c'était véritablement le reflet de notre société. Et puis finalement ça tombe bien parce que c'est aussi le début des grandes années du PSG avec les deux Coupes de France 82-83 et le titre de 86. 85-86, ouais. Donc là, ça a été évidemment la première année et en plus la première saison où je vais pratiquement à tous les matchs. Donc j'ai vécu des grands moments comme nous tous, hein, bien sûr. Je me souviens de ce dernier match que Francis Borelli avait décidé d'offrir, c'était Bastia je crois, avait décidé d'offrir aux supporters. Et donc l'entrée était gratuite pour le dernier match, évidemment envahissement de terrain et puis ce moment incroyable d'un premier titre, même si on avait vécu ça avec l'équipe de France, là c'est ton club, dans ton stade, que tu commençais à aimer de plus en plus. Donc là, c'était un moment très très fort. Ouais, le premier titre, si je me souviens bien, il faudrait qu'on retrouve, mais ma mémoire commence à être défaillante. Et puis bon, je regarde pas sur mon téléphone, mais je crois que c'était Oumar Sène qui nous fait marquer le but du titre. Contre Monaco. Je sais plus si c'est le match d'avant qui nous permet d'être champion. Je crois que c'est ça. C'est le match d'avant au parc qui nous permet d'être champion. Et c'est Oumar Sène qui met le but assez incroyable dans la surface de réparation. Et ensuite, le dernier match où tout était ouvert et c'était la fête, c'était assez incroyable. Mais c'est vrai que ces moments étaient assez unique, les premiers chants, puis encore une fois moi j'étais dans cette tribune qui était assez folklorique, hein, 85-86 quand vous fêtez votre premier titre au COP, avec COP of Boulogne au-dessus de nous, c'était assez particulier parce que vous étiez entre la peur et l'admiration de cette ambiance assez incroyable. Moi je me souviens petit, alors, pas en 85-86 mais en 77 sur mes premiers matchs au parc, avoir vu des gens avec des marteaux taper sur l'enseigne où il y avait le résultat, puisque c'était une enseigne qui était protégée en tôle, et je me souviens de supporters qui avaient des marteaux et qui tapaient pour foutre l'ambiance, quoi. Donc il y avait quand même une forme de peur, c'était assez impressionnant parce qu'il y avait une forme d'admiration, c'était un bruit monumental, quand même un peu peur parce qu'il y avait vachement d'agressivité, et puis c'est le gigantisme du parc quand vous avez 7 ans, c'est incroyable. Et oui, puisque 1985, tu as 15 ans, c'est l'arrivée des Boulogne Boys, finalement. Ouais, c'est ça. Au COP de Boulogne, donc effectivement les supporters assez expressifs, mais aussi festifs. Oui, festif. C'était la seule tribune où il y avait de l'ambiance. Parce que, je le rappelle, au parc, c'était pas comme aujourd'hui, il n'était pas plein à tous les matchs, hein, et souvent, on se moquait de Paris parce que la moitié du stade était contre le PSG. Donc, quand vous aviez un PSG Saint-Étienne, c'était l'ensemble du parc contre le COP, quoi. Et nous, on considérait qu'on était des vrais supporters. J'ai toujours considéré ça, d'ailleurs. Alors justement,
qu'est-ce que pour toi un vrai supporter ou tout simplement qu'est-ce que pour toi un supporter? La définition que tu donnerais. Alors un supporter, c'est, on compare souvent ça à l'amour, hein, c'est d'abord la fidélité à son club, c'est-à-dire que ça aille bien ou que ça aille mal, c'est de les aimer. De les supporter dans tous les sens du terme, de passer toutes ces étapes, de se remettre en cause. C'est comme dans la vie d'un couple. Hein. L'histoire que j'ai avec le PSG est très longue. Je suis avec la même femme depuis 30 ans. Et dès les premiers moments que j'ai passé avec ma femme, je lui ai tout de suite dit, écoute, il y a des priorités dans ma vie, et une de mes priorités, si ce n'est ma priorité numéro 1, c'est le PSG. Donc, si tu veux que ça se passe bien entre nous, il faut que tu acceptes que ma vie soit souvent que ma vie en tant que supporter de ce club soit prioritaire à notre vie de couple. Ce qu'il fallait dire tout de suite, hein. Et preuve que ça a pu marcher parce que j'ai une femme très tolérante et puisqu'on est toujours ensemble et j'évite de l'amener au stade parce que ça la passionne pas particulièrement et tant mieux. Mais elle comprend. Mais c'est vrai que à l'époque il y avait un slogan, c'était une femme pour une nuit, PSG pour la vie. C'est ça. Bon, j'ai essayé de garder les deux, mais ouais, c'est la définition d'un vrai supporter, c'est cette forme de passion intemporelle, quelles que soient les époques, quelles que soient Qatari, pas Qatari, voilà, tu aimes ton équipe ou tu l'aimes pas, mais tu y vas quand même et tu les supportes dans tous les sens du terme. Et alors justement, tu parles de couple avec le Paris Saint-Germain également. Qu'est-ce que pour toi le Paris Saint-Germain, si tu devais le résumer également en quelques phrases? Le Paris Saint-Germain, c'est d'abord une famille affaire. Moi, j'ai toujours considéré que c'est une histoire de famille. Comme je te l'ai dit, j'y allais avec mes parents et mes frères. J'y suis allé pratiquement toute ma vie avec mes frères. On continue d'y aller ensemble, on est abonnés dans la même tribune, on y rajoute aujourd'hui nos enfants respectifs. Donc, ouais, c'est une famille affaire, le PSG. Moi, ma vie personnelle est teintée de rouge et bleu. J'ai toujours considéré qu'à un moment, il me fallait mes 2 heures dans la semaine ou toutes les 2 semaines où je pouvais décompresser, même si je ne suis pas d'un naturel très stressé, mais je pouvais passer un moment où je pouvais me lâcher, insulter, alors j'essaye d'éviter d'être vulgaire dans la vie, d'insulter, de dire des conneries, de me marrer avec mes supporters, enfin les co-supporters avec lesquels on vit le même moment depuis des années. Donc ouais, c'est une affaire d'amitié, de famille, de passion évidemment, parce qu'on fait des choses complètement irraisonnées pour ce club. Donc voilà, et puis on se l'approprie. Il y a le PSG et puis il y a le Parc des Princes. Le Parc des Princes, on dit souvent que c'est notre deuxième maison, parce que c'est quand même un endroit où on passe beaucoup de temps finalement dans l'année. C'est un endroit où il y a un rituel. On en reparlera si tu veux, mais aller au Parc des Princes, c'est un moment qu'on attend dans la semaine. Et alors justement, tu me disais, ça fait 30 ans, donc aujourd'hui tu es abonné avec ton frère, avec ton... Plus que 30 ans. Plus que 30 ans. Ouais, depuis 85-86. Oui, d'accord, donc depuis 85 tu es abonné. Ah ouais, je suis abonné, depuis que j'ai pu commencer à travailler pour me payer un abonnement, ouais. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu es abonné donc avec ton frère toujours, avec mes 2 frères. Avec tes 2 frères. Et les enfants. Ouais. Et ton fils. Ouais. Et même ma fille cette année. Depuis 2 ans, c'est ma fille. Vous avez pris on a pris un troisième. Ouais, on a pris toute la tribune. Et donc effectivement, donc c'est aussi une histoire de transmission. Ouais. Donc tu parlais que c'était tes parents qui t'avaient amené au stade. C'est et ça. vraiment aujourd'hui, tu transmets la même chose à ton fils. C'est ça, à mon fils et à ma fille également. Mon fils un peu plus, parce qu'évidemment il est venu plus jeune, il est venu dès qu'il avait 4-5 ans. Un de ses premiers mots c'était ballon, donc déjà c'est pour te dire, et un de ses premiers mots qu'il a répété de son père c'était ouais m'enculé. Il l'a pas dit exactement comme ça, il a dit hey. Ah bah, bravo, bon, j'étais devant la télé, t'es sur mes genoux et puis je me suis lâché. T'as compris ce qu'il voulait dire. Et donc je suis désolé pour la vulgarité, mais ça fait partie du vocabulaire d'un supporter. Mais oui, c'est une histoire de transmission. On a depuis qu'il est tout petit partagé ensemble beaucoup de moments autour du football de manière générale, parce qu'il a pratiqué le football, parce qu'il est venu très tôt avec moi au Parc des Princes, et puis parce qu'on a fait beaucoup de déplacements ensemble. Donc on a vécu des moments très très intenses. J'allais t'en parler justement, tu fais
toi beaucoup de déplacements, notamment en Coupe d'Europe, et souvent ton fils t'accompagne. Et parfois ta fille. Et ma fille aussi, on alterne. On essaie là, malheureusement, elle est tombée malade sur le dernier déplacement, mais ma fille, depuis 2 ans, s'est piquée au jeu également. Et donc, elle a demandé à venir de plus en plus. Donc, je peux pas lui refuser. On a vécu des moments intenses, elle aime les partager avec nous, donc voilà, elle vient avec nous à la fois dans les déplacements en Europe et également au stade. Il y a le fiston qui appelle en même temps, il a senti qu'on parlait de lui. Voilà, il a senti ça. Si vous avez entendu le vibreur, c'est le fiston qui appelle. Et justement, donc finalement, les déplacements en famille, c'est aussi un moyen d'élargir au-delà du foot. On parlait du PSG, une histoire de famille, voilà, c'est plus que du football finalement. Oui, c'est plus que du football. Moi, je dis souvent que ces moments que l'on passe dans la voiture avant d'aller au parc, c'est des moments où on ne parle pas que de foot, donc ou pendant les déplacements. Donc, c'est des moments où on peut, puisqu'on est un peu dans notre bulle, il n'y a pas d'interférence, c'est-à-dire que il n'y a pas de personne qui nous parle, qui nous interpelle, puisqu'on est dans notre petite bulle dans la voiture, dans la demi-heure avant d'aller au stade. On a nos petits rituels, et quand on arrive au stade, on est concentré sur le match, et puis on exulte ou non, on se remet en cause. Mais le moment précédent, la venue au stade, c'est un moment hyper important où on peut évoquer toutes les difficultés de la vie et partager ensemble ensuite des joies et des moments très forts quand il y a des victoires ou des célébrations de trophées. Tu parlais tout à l'heure de rituels, du coup. Quels sont les tiens ou les vôtres ? C'est déjà d'essayer d'arriver relativement tôt pour ne pas se stresser, parce qu'il y a je prenais souvent l'habitude de partir au dernier moment, et puis connais la circulation parisienne. Donc maintenant on part beaucoup plus tôt, et on arrive environ 1 heure avant le début du match. Je me souviens avec mes frères, il y a 35 ans, on arrivait nous l'après-midi, quoi. Quand le match était le samedi à 20h, on arrivait à 13-14h, on faisait le tour du stade. Et aujourd'hui, on arrive une bonne heure avant, et puis on est dans la tribune, on a au pied de la tribune un certain nombre de personnes que l'on rencontre, que l'on connaît aussi depuis des années, puisque dans cette tribune on y est depuis 30 ans. On connaît des parents, des enfants qui ont grandi, qu'on a vu grandir, des personnes qui ont disparu aussi, des gens qui venaient au stade avec nous et qu'on ne voit plus, qui malheureusement sont partis chaque année. C'est malheureux à dire, mais chaque année il y a une place, il y a une nouvelle place, un nouvel abonné. Pour les enfants. Soit pour les enfants, voilà, dans l'histoire de la transmission. Donc on échange. Il y a toujours le petit burger qui est pas mauvais en fait maintenant au parc. Donc on se prend ce petit burger qui est devenu aussi une forme de rituel. Et puis dès on se retrouve avec mes frères, ça chambre, ça rigole. On parle de la compo, on parle des résultats et des autres équipes. Et puis comme on a souvent l'habitude d'être en tête, on n'est jamais inquiet avant de rentrer dans le stade. Et en déplacement, un petit rituel, aller dans les bars avec les supporters adverses par exemple ou Oui, alors je sais que dans un certain nombre de groupes de supporters qu'on fréquente tous les deux, on a l'habitude de se retrouver dans des bars avant le match. Et puis aussi, il y a, lorsque l'on va en déplacement, un certain nombre de lieux qu'on définit au préalable pour se retrouver, pour boire des verres ensemble, pour se marrer surtout, parce que c'est d'abord un bon moyen de se décompresser, de vivre des moments d'amitié aussi, puisqu'on a la chance de rencontrer beaucoup de monde de tous horizons. C'est ce qui fait la force aussi de ce supporterisme, c'est de pouvoir allier à la fois plein de milieux sociaux différents et de rencontrer des personnalités qui ont tous une seule et unique et même passion. Donc on se retrouve tous autour. Moi j'ai mis 20 ans à comprendre que mon voisin derrière était un grand professeur qui chirurgien, qui était un des meilleurs chirurgiens dans son domaine. Au Parc des Princes. Et c'est mon voisin derrière. Et donc c'était plutôt assez drôle de se dire que ce gars qui ne parle que de foot sauve des vies, quoi. Voilà, ça fait partie de la petite histoire du supporter. Tout à l'heure, tu parlais justement, on supporte le PSG avant, après les Qataris. Tu utilisais cette phrase. Quelle est ta vision du PSG d'aujourd'hui, toi qui finalement as quasiment connu toutes les époques du Paris Saint-Germain ?
Alors, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je suis pas avec le c'était mieux avant. Moi, je dis toujours que ce sera mieux demain. Ça, c'est une philosophie de vie, hein, que ce soit professionnel ou en tant que supporter. C'est une manière très positive de voir les choses. Évidemment, on vit avec la nostalgie du souvenir de nos 20 ans, de nos 15 ans, de nos 10 ans, de la famille, etc. Donc, on se dit que c'était mieux avant. Non, pour moi... je suis désolé, mais Dalmat, Luxin, Anelka, c'était pas mieux que ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Donc pour moi, l'avenir est toujours meilleur que ce qu'on a vécu au parc, et j'ai toujours hâte, même si par moment on est très déçu. Cette période est un peu une période transitoire, donc on est toujours un peu déçu, mais ce qui fait l'intérêt d'être supporter d'une équipe, c'est de toujours croire à la possibilité de gagner et d'arriver au Graal, notamment à la Ligue des Champions, puisque c'est notre Graal à tous. Mais on doit se satisfaire déjà de voir ces joueurs uniques au parc, un jeu léché, un stade plein, une ambiance assez incroyable. Donc oui, pour moi, c'est déjà mieux qu'avant. Et du coup, ta référence avec le PSG d'avant, c'est Dalmat, Luxin, Anelka. Bon, ça, je vous raconte le pire. On a eu, moi, je me souviens avoir été au Havre pour éviter. On était avant-dernier du championnat, où c'était un match capital. On parle souvent du match de Sochaux, mais avant l'année d'avant, je crois qu'il y avait eu le Havre. Je sais plus en quelle année, mais je me souviens avoir été au Havre parce que si on gagnait pas ce match-là, on descendait, quoi. Ça, c'était dans les années 80. Il faudrait revoir. Ouais, c'est de fin 90, je crois. Parce qu'il y a 88, avant l'arrivée de Canal. 88 où on a failli descendre. C'est ça. C'est avant l'arrivée de Canal. C'était en 88, tu as raison. Et puis ensuite, il y a eu Amara Diané, évidemment, qui nous a tous, qui a été, en fait, Diané. Ce but, c'est toute l'histoire du PSG. C'est comment on peut arriver avec un coup de bol à se relancer avec une balle qui franchit la ligne tout doucement. On avait l'impression de la voir en ralenti franchir la ligne, et puis et ça nous a changé la vie, parce qu'en fait, je pense que si on descendait, on n'avait pas les QSI qui allaient racheter Paris, et je pense qu'on aurait reporté de quelques années la douzaine de belles années qu'on vient de vivre avec ces équipes qui étaient assez extraordinaires. Donc il y a eu du bon, du mauvais avant QSI et Canal, les années Canal. On parle tout le temps de la période de Rai, Léo, enfin de toute cette période magique où on avait une équipe unique. Moi, j'adorais Yuri. Djorkaeff, moi, me faisait rêver. Qui restait qu'une saison, malheureusement. Ouais, mais moi, je trouvais que ce joueur avait une patte incroyable. Il avait une vista. Et moi, j'aime bien les créateurs. Hein. Donc, on parlait de Platini tout à l'heure. Yuri en était un, Rai en était un. Et évidemment, Ravière, que l'on aime tous. Donc, on a cette forme de romantisme. Alors, oui, c'était mieux avant si on parle de romantisme. C'est-à-dire, oui, c'était mieux parce qu'on se sortait de situations inextricables, parce qu'on était capable de battre le Real Madrid chez soi à la dernière seconde, parce qu'on avait l'impression de cette sensation d'invisibilité avec la grande équipe de Rai. Donc oui, j'ai bien aimé cette période, mais j'ai détesté Luxin, Dalma, Anelka, quoi. Il n'a pas beaucoup, ça n'a pas duré longtemps. Non, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était encore une fois le marketing. Le project banlieue de Laurent Perpère. Ouais. Mais pourtant, Laurent Perpère pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises, était un mec j'ai l'impression qu'il était sensé. Je pense qu'il avait une vision. Probablement peut-être très entrepreneurial du PSG, puisque lui il voulait faire émerger, mais c'est ce que essaye de faire aujourd'hui le PFC, en essayant de créer un club, en attirant les jeunes de banlieue. On est quand même le plus gros vivier au monde de footballeurs, donc c'était pas con dans l'idée, c'était juste les joueurs. Dalma et Luxin venaient de Marseille. Qu'est-ce qu'on allait acheter de Marseillais pour en faire un projet de banlieue? Et puis il y avait le centre de formation qui aurait pu servir bien sûr. Et puis Anelka, il y avait déjà un antécédent. Anelka, malgré son talent, a toujours été un joueur très difficile à canaliser. Et on l'a vu, sa carrière a été faite de rebondissements, de haut, de bas, de coups de sang, même si c'était un joueur talentueux. Je sais. Après, bon, voilà, les joueurs. Moi, j'ai toujours pris de la distance avec les joueurs. Je trouve qu'il faut pas aimer les joueurs parce que n'aiment pas autant le club que nous. Donc, pas tous, pas beaucoup. Pas tous, très peu. Je pense qu'il y a très très peu de joueurs qui aiment autant ce club que nous.
souvent on a l'habitude de dire que nous on donne notre argent au club et puis que les joueurs s'en servent pour gagner leur vie. Alors non, moi je vois pas les choses comme ça. Moi, parce que je suis un entrepreneur, donc je vais te donner plutôt une autre version des choses. Moi je pense qu'on s'achète du plaisir. Oui. Je pense qu'on achète une prestation. Et effectivement, si le plaisir n'y est pas, on n'est pas content. Donc pour moi, prendre un abonnement, c'est comme aller au cinéma. Tu vois, c'est comme prendre un abonnement au cinéma, comme aller au restaurant. C'est un plaisir, c'est une distraction. Donc moi, je donne pas de l'argent aux joueurs. Je m'achète une partie de plaisir. Je comprends. Alors justement, tu dis que tu es entrepreneur, tu es un spécialiste des nuits parisiennes. Tu as plusieurs établissements de restauration et bars de nuit notamment. Notamment peut-être les supporters connaissent le Café A qui est face à la gare de l'Est. Ce café a la particularité d'avoir une chapelle dans laquelle de temps en temps tu fais la retransmission de matchs de l'équipe de France ou du Paris Saint-Germain. Est-ce que pour toi c'est important justement que les supporters puissent avoir comme ça des lieux de rassemblement, de communion? Est-ce que ça ajoute quelque chose? Oui, en fait, moi quand j'ai démarré dans cette profession, j'avais deux volontés. C'était la première d'écouter de la musique qui me plaisait, et la seconde de pouvoir vivre des moments sportifs assez intenses. Donc très tôt, j'ai ouvert mon premier bar en 97. Et en 98, on mettait déjà l'écran dans le bar et on a suivi l'épopée de l'équipe de France. Donc très tôt, j'avais cette volonté de créer, je l'ai toujours d'ailleurs, de créer une sorte de sports bar. Et j'ai toujours voulu intégrer cette passion dans mes établissements. C'est pas forcément une bonne idée parce que pendant des années le football ne se mariait pas avec la restauration. Ça commence à l'être un peu plus aujourd'hui. Mais il faut se rappeler qu'à 27 ans, les personnes qui regardaient un match de foot, c'était d'abord des hommes. Et donc, si vous vouliez faire fonctionner un bar de nuit et un lieu festif, avoir 50 gars qui regardaient un match de foot, ça plaisait pas forcément à la gente féminine. Donc, je le faisais de manière assez exceptionnelle au tout départ. Bon, maintenant, la société a évolué, les mentalités ont changé et on a beaucoup de femmes qui viennent dans les établissements pour supporter une équipe, pour voir des événements sportifs et même dans les stades. Donc la mixité, on va dire, se fait aussi dans ces lieux. Donc c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas bête d'essayer de développer un peu ce type de concept. Alors justement, le PSG a développé beaucoup de choses de ces dernières années. La marque PSG est une des plus connues. Tu dis que tu aurais aimé développer un sports bar. Pourquoi pas un sports bar PSG avec eux? Parce que y a ta passion et la réalité du marché. Oui. Développer un sports bar PSG ne te permet de remplir que pour les matchs du PSG. Donc après, tu peux faire des débats, faire des émissions de radio, de télé autour du PSG. Moi, je pense que je ne prendrais pas de plaisir à le faire parce que ça deviendrait professionnel. Et je le rappelle, c'est une passion. C'est un truc que tu dois vivre à côté de ton travail. Donc, ça doit être des moments que tu veux faire partager dans l'année, mais en faire un lieu de vie au quotidien autour du PSG, non. Faire un sport bar on l'a déjà imaginé avec quelques copains qu'on connaît, qu'on a en commun. On avait imaginé un lieu de vie qu'on aurait voulu tourner sur le côté romantique du football et la nostalgie du foot, c'est-à-dire du sport en général, puisque là on voulait rediffuser des vieux événements sportifs, beaucoup d'anciens matchs de foot et donner une tonalité un peu Amérique latine. On garde toujours cette idée mais ça deviendrait là une exploitation professionnelle, mais tout tourner autour du PSG, non. Faut savoir séparer les choses. Du coup, le Pastore Bar, alors, si je comprends bien. Non, c'était le Rosario, figure-toi. Rosario, tu vois, il y a un lien avec Pastore. On n'est pas loin. Alors, justement, le Parc des Princes aussi aujourd'hui est devenu un lieu incontournable finalement des soirées parisiennes. Il y a même eu cette saison une chambre d'hôtel qui a été intégrée dans la tribune présidentielle, pas très loin d'où tu es, je crois. Quel est ton regard sur tous ces développements extrasportifs Ils font très bien les choses. En termes de marketing, ils ont créé, comme tu l'as dit tout à l'heure, une marque. La marque PSG est connue mondialement. Pour avoir voyagé depuis ces dernières années, tu t'aperçois qu'il y a de plus en plus de maillots du PSG dans le monde entier. Et ça fait à la fois plaisir. Et puis, c'est
ça a été un outil, ce que les géopoliticiens appellent le soft power pour les Qataris. Ils l'ont vraiment bien fait. Ils ont vraiment réussi leur coup, puisque, je le rappelle, hein, ils ont réussi à attirer Neymar, Messi et Mbappé, qui étaient les principaux protagonistes de leur Coupe du Monde. Donc d'arriver à avoir dans la même équipe qu'ils s'étaient offert les principaux acteurs d'une Coupe du Monde qu'ils avaient décidé d'organiser, soit ils ont eu du bol, soit ils ont vraiment mis les moyens pour que ça fonctionne. Je pense que c'est la deuxième solution. C'est comme quand Nasser avait fait son maillot jaune et que Neymar est arrivé entre-temps et qu'on a dit que c'était un hommage, alors qu'a priori, il ne savait pas à ce moment-là. Ouais, le hasard qui faisait bien les choses. Ouais. Alors justement, comment vois-tu le Paris Saint-Germain dans 20 ans, par exemple? Question piège peut-être, mais... Bon, moi je crois que tout est sujet à capitalisation financière. Donc certains diront malheureusement, d'autres diront heureusement. Je crois que le Paris Saint-Germain va devenir un grand d'Europe, et déjà un grand d'Europe, mais deviendra un grand d'Europe parce que la marque Paris, les Qataris se sont achetés le logo sur de la Tour Eiffel sur leur maillot. C'est quand même le plus beau symbole qu'on puisse avoir sur un maillot. Même la canebière, personne connaît. Enfin, Notre-Dame sur le maillot, c'est moi. Non, ça le fera pas, ça. Donc, en fait, la plus belle ville au monde doit avoir le plus beau club de foot du monde. Donc, pour moi, l'avenir ne pourra être que positif. Je pense que les Qataris ont une ambition de développer, ils en sont plus loin maintenant, jusqu'au bout, leur marque et les structures pour avoir des biens immobiliers qui leur permettent à terme de revendre cette marque. Parce que je pense qu'il ne faut pas se leurrer, hein. Dans 5 à 10 ans, soit ils seront minoritaires, soit ils auront déjà revendu la marque PSG, et donc on aura un fonds de pension américain qui mettra de l'argent sans connaître rien au football, et un beau stade, on va en parler je suppose, mais un beau et grand stade où on viendra comme à Highbury, mais à l'Emirates, dans une bibliothèque, peut-être pas au parc parce que quand même enfin, peut-être pas dans notre stade parce que quand même on a une base de supporters assez incroyable, mais on viendra assister à un spectacle et voir les plus grands joueurs, mais la passion sera toujours présente, hein, mais évidemment plus les années vont passer et plus ça sera une histoire d'argent. Donc toi qui depuis 50 ans fréquentes le Parc des Princes. 50 ans, t'es gentil. Presque. Faudrait que je fasse une fête pour mes 50 ans au parc. Le premier match, d'après je vais dormir je vais me prendre la nuit d'hôtel au parc pour mes 50 ans. Voilà. Voilà. Et donc ça t'effraie pas, par exemple, demain de devoir peut-être quitter le Parc des Princes? Ah si, ça me déplairait fortement. Même si c'est presque inéluctable, moi ça me déplairait de quitter. On parlait de transmission, d'histoire, de rituel. Le parc, c'est une étape de ce rituel. Et alors, moi, je suis plus... si je dois prendre position, j'aimerais qu'on transforme ce stade ou qu'on l'agrandisse, parce que il faut qu'il se modernise, il faut qu'il s'agrandisse pour pouvoir être aux ambitions de ces grands clubs européens. Mais j'aimerais pas qu'on se déplace. Enfin, j'aimerais pas qu'on parte du parc, parce que ça n'a aucun sens d'enlever ce stade de la ville. Parce que ici c'est Paris et c'est pas Montigny-le-Bretonneux, quoi. Et tu as déjà réfléchi à ce que toi tu ferais si jamais on annonçait que dans 5 ans le Paris Saint-Germain jouait à Montigny-le-Bretonneux? J'irais quand même. Tu irais quand même? Ouais, je pense que j'irais quand même, parce que en fait malgré tout c'est plus fort que toi. Moi je me verrais pas me dire non, je vais plus au parc parce qu'ils sont plus enfin je vais plus du coup je vais plus suivre le Paris Saint-Germain parce qu'ils sont plus au parc. Non, j'irai quand même. Tu vois, là il y a le PFC qui est en train de se créer, il y a le Red Star qui est en train de donner une âme d'un club typiquement parisien, enfin banlieusard, mais bon, c'est un truc à bobo ça, le Red Star. C'est fait pour que les jeunes bobos parisiens puissent s'identifier
au club on va dire le club anticapitaliste qu'est le Paris Saint-Germain, parce que vous le savez, hein, si on fait de la géopolitique dans des grandes villes, il y a toujours le club de droite et le club du peuple, le club des républicains et le club des royalistes, le club de l'armée rouge. Voilà, on a toujours dans des grandes villes, et il est temps qu'on ait un deuxième club à Paris pour créer une émulsion supplémentaire. Moi, je serais ravi qu'il y ait un deuxième club à Paris, mais je resterai supporter du Paris Saint-Germain. Même si la base des supporters du PSG est quand même assez populaire, finalement. Parce qu'on dit effectivement que c'est le club de la capitale, avec tout ce que tu viens de dire, mais la base des supporters est assez populaire. Oui, mais enfin, tu as vu le prix des abonnements aujourd'hui, oui, bien sûr. Mais tous les supporters populaires du PSG ne sont pas forcément au Parc des Princes non plus. Oui, aussi, mais je pense que malheureusement, plus on avancera dans le temps et plus les prix deviendront inaccessibles pour les supporters du PSG, et puis peut-être que certains se dirigeront vers un autre club parisien où là l'âme sera beaucoup plus populaire. Je l'espère pas, parce que encore une fois, on est passé d'une bande de supporters à la limite du fascisme et de l'extrémisme. Enfin, à la limite, non, mais on avait des fachos. La limite, hein. On avait quand même des supporters qui étaient assez dingos. Et à des supporters fumeurs de ouinge de banlieue. Bon, bah voilà, maintenant. Qui étaient déjà là. Non, ils n'étaient pas là avant le COP. Ils étaient là après le COP, ce qui a créé des problèmes. Oui. Il y a eu d'abord le COP et ensuite la tribune Auteuil. Mais je veux dire, ils ont cohabité. Ils ont cohabité mais on a vu les dégâts que ça a fait. Donc, moi, je préfère amplement aujourd'hui cette bande de joyeux gars en noir qui mettent le feu au parc plutôt que de ces joyeux fachos qui tapaient à coups de batte de baseball le moins d'immigrés qui passaient dans la rue. Pour conclure, on va faire quelques questions. J'allais pas dire déjà fini. On avait dit 2 heures. Pas encore. Mais oui, mais tu as encore 1h20 pour répondre aux prochaines questions. Non, c'est si tu devais me citer un président, un seul, du Paris Saint-Germain, toi qui les as presque tous connus. Bah évidemment, Borelli. Oui, tu l'avais cité tout à l'heure. Ouais, évidemment, Francis Borelli, parce que en fait, c'est lui qui nous a fait aimer le PSG. C'est sa folie, c'est sa passion. Borelli, c'était, et puis il a quand même entretenu l'image du club de la capitale où il avait toute une bande d'artistes qui suivaient. Pour moi, Borelli, c'est véritablement j'aurais pu dire Echter, mais Echter, je l'ai pas assez bien connu. Moi, Borelli, c'était l'élément déclencheur. Et puis ce côté un peu, même si il n'était pas juif, hein, il était pied noir, mais il avait toute cette bande. Alors c'était assez marrant, hein, c'était très communautaire hein, à cette époque-là. Moi, j'avais pas accès à ces tribunes-là puisque c'était réservé la tribune présidentielle à une élite, mais il y avait tout le sentier qui se retrouvait au parc. Entre les fachos et le sentier, c'était assez drôle d'aller pendant cette période-là au parc. La représentation de la société dont on parlait au début. Ouais. C'était si tu devais me citer, alors ils ont été un peu plus nombreux, un entraîneur. Moi, j'aimais bien Gérard Rouillet. Encore une fois, parce que c'était le premier titre. C'était le premier titre. Et puis parce que il avait cette forme de bonhomie, de gentillesse. On avait l'impression que c'était l'entraîneur qui avait une relation très particulière avec les joueurs et véritablement passionné de football. Et puis on l'a vu, après il a fait une carrière assez incroyable à Liverpool. Puis surtout il nous a donné notre premier titre. Donc pour moi, un entraîneur, c'est Gérard Rouillet. Je suis pas sûr que ce soit celui qui vienne en priorité pour beaucoup de gens, parce qu'effectivement tout le monde n'associe pas Gérard Rouillet au PSG, alors que, comme tu dis, il a le palmarès avec lui. Alors encore plus difficile si tu devais citer un joueur. Ouais, ça c'est dur. Hein. Bon, et évidemment, alors on va essayer d'éviter Rai et Pastore, comme ça. Mais évidemment, c'est dans le trio de tête, c'est entre Rai et Pastore que ça se joue. Rai pour sa grandeur, sa gentillesse, son accessibilité, sa qualité de joueur, sa vista, sa vision politique du football, bref, un homme extraordinaire. Ravière, tu vois, tu m'as demandé un, il faut que je t'en donne 2 ou 3. Ravière pour le romantisme exacerbé de son jeu, et puis encore une fois,
Moi, j'aime bien quand on a l'impression que ce sont des gens sympas. Et pour les avoir rencontrés, comme nous tous, on a toujours croisé ces grands joueurs. On a pu peut-être croiser ces grands joueurs. Moi, ces deux joueurs m'ont toujours impressionné par leur gentillesse et leur disponibilité auprès des supporters. Et le dernier, pour symboliser un peu un PSG d'amour, c'est Jérôme Rotten, parce que c'est le seul joueur qui a fait un geste fort à un moment donné pour mon fils, qui s'est arrêté à la fin d'un match qu'on avait perdu lamentablement contre Bordeaux où il pleuvait, et il s'est approché de la tribune. J'avais eu l'occasion de le rencontrer dans un de mes restaurants la semaine d'avant par un ami en commun, et il m'avait dit tu viendras au parc, là, je regarderai ta tribune, tu me dis quelle tribune tu es, et puis je te filerai mon maillot. Il n'avait pas oublié, et il a donné le maillot, il a donné son maillot à mon fils, et donc ça c'est le plus beau geste qu'il ait pu faire pour moi en tout cas. Et puis j'ai trouvé que c'était grand de sa part, et puis comme c'est toujours un grand supporter du PSG, je trouve que ce gars est de Meudon, il est comme moi, il est de Meudon, c'est un gars assez simple en fait finalement, même si maintenant il fait de la radio donc il est un peu polémiste, mais c'est son rôle, il joue avec les mots pour avoir des auditeurs, mais du coup t'as été fan de Rotten sans flamme du coup. Non, moi je suis pas fan de ces émissions, je suis pas fan de ces polémistes de radio de comptoir. D'accord. Mais ouais, un beau trio quand même. Ouais, j'aime bien ce trio. Sur le terrain, on est pas mal. On a les champions, on n'a pas le champion 85-86, on aurait pu avoir un joueur de 85-86. Un avant-centre peut-être pour combler. Dominique Rocheteau évidemment. Monsieur Xu aussi, j'aimais bien Monsieur Xu. Mais bon, on va pas les citer tous. Mais il faudrait un joueur par génération. On peut dire que 85-86 serait Rocheteau. Alors Monsieur Xu pour les plus jeunes. C'est Xuereb. C'est Daniel Xuereb. Xuereb. Et puis ensuite dans les années 2000, Jérôme Rotten et puis et Rai évidemment et pour les Qataris Ravia. Alors, si tu devais me citer un match, il y en a eu quelques-uns, si tu devais me citer un match comme ça. Bon, c'est assez facile. Le Bruxelles, le Heysel, la victoire en Coupe des Coupes. De Stade du Roi Baudouin, exact. Mais c'est le Heysel. Il avait été rebaptisé. Mais quand on l'a joué, c'était Stade du Roi Baudouin, exact. Et donc, déplacement en quart avec les supporters, avec mes frères, et puis première victoire européenne. Et ce but de Ngoti, je m'en rappellerai toujours évidemment, parce que c'est la première fois que le club que tu aimes atteint les sommets d'Europe, et c'était incroyable. C'était incroyable parce que c'était avant une victoire de Coupe du Monde de l'équipe de France, donc c'est la première fois qu'une équipe que tu aimes gagne ce titre à l'échelle européenne. Même s'il y a eu la France en 84, mais vraiment là tu t'appropriais cette victoire, et c'était moi je crois que c'est la première fois que j'ai pleuré pour une victoire, je crois que c'est la première fois que j'ai eu un sentiment assez incroyable qui m'a envahi à ce moment-là, quoi. Le 8 mai 1996. Je suis retourné un 8 mai, je suis retourné à Bruxelles, j'étais à Bruxelles un 8 mai, et je suis retourné dans ce stade vide. En pèlerinage. Exactement. Avec Rai et Djorkaeff. Alors Rai il n'y avait pas... Et j'étais avec mon fils. D'accord. Donc, je lui ai raconté l'histoire. Bien sûr. La transmission, lui, toujours. Il avait quel âge? Du coup, en 96, il n'était pas là. Ah, il n'était pas né. Il n'était pas né. Il n'a pas connu. D'où la transmission. Alors, cette fois, vraiment pour conclure, est-ce que tu as un dernier mot, un message à quelqu'un, au supporter du PSG, au président du PSG ou à Jérôme Rotten, pourquoi pas, je ne sais pas. Moi je dirais ne jamais rien lâcher, toujours encourager. C'est un beau conclusion. Merci David Denouda. Merci. Vous venez d'écouter Je suis supporter du Paris Saint-Germain, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'un nouveau supporter.